Enregistrer. Oh là là, ça arrive de partout. DG Doudou? Oui, je t'écoute. Oui, en fait, je vais commencer. Donc, est-ce que tu pourrais accepter les participants au fur et D'accord, à mesure? d'accord, pas de Merci souci. beaucoup, DG Doudou. J'en prie. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième conférence virtuelle mensuelle du mandat 2020-2021, consacrée au point de vue des femmes actives dans la société civile et politique relative à la crise Covid-19. Une conférence organisée par le Rotary Club Antananarivo. On le sait, la pandémie a touché la quasi-totalité des pays du monde. Certains pays ont déconfiné, reconfiné, puis encore déconfiné. Aujourd'hui, malgré une tendance descendante, nous demeurons dans l'incertitude, aussi bien concernant l'évolution de la pandémie elle-même que sur la sortie de crise, sur le plan économique, tant d'un point de vue local à Madagascar qu'à l'international. La récession économique est proche, voire pendante dans certains pays. La machine de relance économique a été mise en marche pour certains pays et doit commencer pour d'autres. Un besoin de concertation et d'échange est crucial pour amorcer une véritable reprise de l'économie à l'échelle planétaire. Notre objectif ce soir est d'apporter un double regard. Apporter un point de vue macroéconomique, bien sûr, mais également partager le point de vue des entreprises sur le terrain. Apporter un point de vue croisé, également entre Madagascar et un pays qui nous est proche, la France, mais également le monde. Nous avons toujours parlé du monde d'après, du monde de demain. Nous y sommes complètement aujourd'hui et il nous appartient de le construire en partageant, en débattant et en imaginant un monde différent, plus partenarial, plus ouvert, un monde où chacun et chacune se reconstruit, tous ensemble. Le Rotary Club Antananarivo est le premier club à avoir accueilli des femmes dans un club de service à Madagascar. Nous souhaitions aujourd'hui entendre le point de vue des femmes sur cette situation qui est universelle. À ce titre, nous réunissons ce soir 4 femmes actives dans la société civile et politique. Nous recevons par ordre alphabétique Eina Kurik, députée Agir Ensemble, Fanzara Zakabon, présidente du groupement des femmes entrepreneurs à Madagascar, Marie-Christine Ogli, présidente des femmes entreprises mondiales, Mathilde Rouland, collaboratrice d'élus. Leur biographie a été publiée sur nos réseaux sociaux et est toujours disponible. La conférence se divisera en 3 parties. En première partie, nous établirons un état des lieux à l'instant T avec une évaluation des chocs et des conséquences de la pandémie. En deuxième partie, nous ferons une prospective de la situation. Et enfin, en troisième partie, nous ferons une séance de questions-réponses des internautes. Sans plus attendre, je vais m'adresser à Fanzara Zakabon. Bonsoir Fanz, merci pour ta présence ce soir. Le monde entier traverse une crise économique sans précédent. Les analyses sont très alarmistes quant aux conséquences, notamment en Afrique et précisément à Madagascar. Nous sommes à la veille du mois de septembre où rentrée scolaire, universitaire et professionnelle sont de mise. À ce stade, comment analyses-tu la situation? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de participer à cette conférence virtuelle. Je suis ravie aussi de voir des visages qui me sont familiers. Et bonjour particulièrement à notre présidente mondiale, Marie-Christine Ogli, de FCEM, et à toute l'équipe du Rotary, présidente Larissa Ratsirek. Cette initiative est très demandée aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de retours et vraiment, je félicite l'initiative parce que c'est quelque chose qu'on a réellement besoin aujourd'hui pour échanger autour de cet outil virtuel. Alors, je suis là pour m'exprimer un petit peu sur la crise, mais surtout
la crise sanitaire, mais surtout la crise économique que traverse la planète et précisément Madagascar. On avait déjà échangé avec Larissa ce sujet et je suis là pour partager un peu mes points de vue sur la situation à la veille de la rentrée scolaire qui se fera bientôt, mais également les perspectives de réflexion sur le post-crise pour toute activité professionnelle. Parce qu'il est indéniable que c'est non seulement une crise sanitaire, mais c'est surtout une crise sociale et une crise économique que nous traversons. Donc, je voudrais justement rappeler les conséquences économiques de ce Covid-19 sur plusieurs aspects, mais surtout les plus frappants sont les impacts sur les systèmes d'information. Ça, c'est le point d'entrée que j'ai choisi et privilégié pour partager avec vous ce soir. Le Covid, il contraint les entreprises à trouver d'urgence de nouvelles façons d'opérer. On a constaté que la résilience des systèmes d'information n'a jamais été aussi rudement mise à l'épreuve et Madagascar a totalement fait partie. Les entreprises ont jonglé tant bien que mal avec vraiment une multitude de priorités et de défis systématiques inédits, notamment les risques de sécurité, des nécessités de prise de décision en temps réel, des impératifs de poursuite d'activités critiques. Et tous ces dirigeants-là, ici ou ailleurs, devaient rapidement agir pour répondre à des questions de résilience immédiate. Et en tant que dirigeant, il fallait gérer au mieux les impacts de ce Covid et de redéfinir complètement, en fait, totalement et complètement tous les aspects pour permettre à continuer nos activités. Et à Madagascar, plusieurs entreprises ont dû revoir leur mode opératoire pour s'adapter à cette situation. Et elles ont dû adopter des styles de management différents, dépendant de la taille de leur entreprise, applicables à leurs employés, à leur méthodologie, non seulement pour préserver leurs activités, mais surtout identifier les impacts du bien-être de leurs employés, parce que beaucoup de familles ont été impactées, surtout dans le milieu urbain. Des emplois ont été perdus, des entreprises ont dû fermer leurs portes, et donc des familles qui ont eu une baisse de revenus, presque parfois même des entreprises des familles qui n'ont plus de revenus. Donc, le Covid, il a fait diminuer aussi le bien-être. Pourquoi on parle aujourd'hui de crise socio-économique? Le bien-être des populations malgaches, mais surtout en milieu urbain, comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine insécurité qui tournait autour de ça, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé et les familles, bien évidemment. Donc, il est clair qu'il y aura un avant, mais aussi un après-Covid. Et notre expérience, nos attitudes, nos comportements en tant que citoyens, chefs d'entreprise, clients, salariés ou même les simples employés, en tant qu'individus, sont totalement bouleversés depuis cette crise. Et ça s'est vraiment ressenti à Madagascar, ça a duré, perduré, comme la présidente a dit tout à l'heure, confinement, déconfinement partiel, total. Même la définition du confinement même était, je dirais, mal définie, mal exprimée. Donc, les Malgaches se sont un peu perdus en tant que chefs d'entreprise, mais en tant que simples citoyens. Donc, une fois passée la menace immédiate que représente ce virus, des questions s'y se posent. Qu'est-ce qui va changer de notre façon de penser, de nous comporter, comment on va gérer nos entreprises, qu'en est-il de notre avenir? Tous ces changements, ils ont affecté la conception, la communication, le développement même, mais aussi l'exécution dont chacun de nous avait besoin de se redéfinir. Donc, la façon dont ces entreprises ont réagi en cette période complexe, sur la matière dont comment ils consomment, comment ils réfléchissent, cette crise a entraîné un vrai changement de comportement, un changement radical, je dirais, de grandes répercussions sur certaines habitudes de chacun dans la manière de gérer, de consommer, de se comporter en famille, en entreprise. Et les conséquences sur leur bien-être entrepreneurial, de leur bien-être en tant que chef d'entreprise se matérialisaient manifestement dans leurs revenus. Donc, on a constaté qu'il y a des budgets en entreprise qui ont été totalement réduits. Les budgets dans chaque ménage aussi incontestablement ont été réduits.
Mais principalement, ceux des entreprises se sont fait ressentir dans la réduction des employés, des changements sur tout ce qui est organigramme, les chômages techniques, les licenciements se sont succédés. Évidemment, les baisses des charges aussi, il fallait revoir. Donc, le Covid, en fait, si vous voulez, à Madagascar, a mis vraiment à nu la vulnérabilité de la plupart des citoyens. De nombreuses personnes ont dû revoir un petit peu leur mode de fonctionnement et les entreprises également. Et je pense que les pays aussi ont fait appel à une relocalisation des activités stratégiques. Donc, les cartes seront sûrement redistribuées pour chaque pays. Tous les États se reconcentreront sur le développement de leur production locale et nationale. À Madagascar, on parle d'une élaboration d'un plan multisectoriel d'urgence, le PMDU, et que le gouvernement souhaiterait mettre en place. Donc, il y a une réelle réflexion à faire sur les investissements de certains secteurs stratégiques, notamment la santé, l'agroalimentaire. Et dans ce sens, chaque pays va se heurter à la résistance au changement de structure ossifiée pour des raisons purement économiques liées aux décisions stratégiques. Donc, tout ça, ce sont des constats. Et comme l'adage disait tout le temps pendant ce Covid, on consomme que ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et ça, c'est un constat qu'on a vu à Madagascar. On est un pays riche, plein de ressources naturelles et autres. Et nous avons constaté qu'il y a une forte dépendance de notre pays, tant pour notre production que pour notre consommation. Hein. On a constaté qu'on est beaucoup dépendant des autres pays et notamment de l'Asie. Donc, il y a une chaîne d'approvisionnement qui était partiellement ou totalement interrompue parce que de nombreuses usines ont cessé leurs activités ou ont rompu. Et ceci a entraîné une hausse de prix chez certaines entreprises qui a mis en difficulté le fonctionnement de leur industrie locale parce que les matières premières étaient totalement coupées. Donc, chaque pays, je pense, va adopter une stratégie propre à lui et certains vont élaborer automatiquement un plan de survie et sur le plan économique, un plan de redressement économique qui va prioriser certains axes et secteurs stratégiques. En ce qui concerne Madagascar, je parlais tout à l'heure du plan de relance économique multisectoriel, qui est le PMDU. Donc, c'est un plan que l'État a mis en place pour viser à prioriser des projets d'industrialisation durable, des secteurs à fort potentiel. Oui, Président. Je pense que sur cet aspect, si ça ne te dérange pas, nous le verrons dans la prochaine question pour les propositions, où là, peut-être que tu pourrais avancer ce plan multisectoriel. Parce qu'il y a le temps aussi qui est compté, donc je te propose d'avancer ça dans la prochaine question. Très bien, très bien. Donc, juste pour en finir par rapport à mon analyse, je pense que la rentrée scolaire va se faire. Demain, commencent les examens officiels. La rentrée scolaire, la date des rentrées scolaires n'a pas été encore communiquée, mais je pense que chacun va sûrement se retrouver à un semblant de normalité, on va dire, avec des mesures, des protocoles de santé plus ou moins stricts. Et on va devoir s'adapter et reprendre à vivre avec ce virus, tout en internalisant des gestes barrières et autres protocoles dans notre quotidien. Donc, économiquement, je pense que chacun de nous, pays, gouvernants, on va devoir adopter une économie plus durable et dorénavant, on va devoir considérer tous les écosystèmes pour une survie humaine. Donc voilà mon analyse, Présidente. Merci de m'avoir donné la parole et j'espère que ce Covid va nous donner quand même des impacts positifs pour un monde meilleur et pour un Madagascar meilleur. Merci. Merci, Fans. Alors, je vais couper les micros et vous pourrez les réactiver lorsque vous prendrez la parole. Alors, merci Fans.
Nous allons maintenant nous adresser, je vais maintenant me diriger vers Heina Kurik. Bonsoir. Votre profil politique nous intéresse quant à votre lecture des conséquences économiques et sociales de la crise et des réponses des gouvernements en Afrique, où sont présents une grande communauté de résidents français, comme à Madagascar et à travers le monde. Alors, nous souhaitons connaître votre lecture et également savoir comment estimez-vous que les résidents français de l'étranger vont surmonter cette crise lorsque souvent, comme en Afrique, la précarité peut s'installer rapidement au regard de l'absence fréquente des mesures d'assistance sociale comme on peut le retrouver en France. On parle là des systèmes de chômage, solidarité, etc. Je vous laisse la parole et je vous prie de bien vouloir remettre votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Très bien. Merci, Madame la Présidente, de l'invitation et de me permettre en tout cas de m'exprimer et d'échanger avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir participer à ces regards croisés, en tout cas entre deux continents. Alors, sur l'aspect de la crise, c'est qu'on est déjà dans un contexte qui est très particulier. On a déjà connu des crises, je pense en particulier à celle de 2008, et on est vraiment dans une crise qui est beaucoup plus forte et surtout qui n'est pas conjoncturelle, qui n'est pas due à une erreur humaine de gestion, mais on est vraiment déjà on a eu cet effet de surprise qu'a été cette épidémie, et puis derrière donc toutes les mesures qui ont été prises dans une urgence finalement, et avec la découverte d'éléments petit à petit au fil des semaines, au fil des mois, qui ont permis après d'ajuster en tout cas les actions des différents États. Donc, vous l'avez dit, je suis députée du groupe Agir Ensemble, et surtout députée de la Marne, donc département du Grand Est, une région de France qui a été particulièrement touchée par l'épidémie, la première région de France qui a été touchée de plein fouet, notamment en Alsace, avec le premier cluster qui est apparu à Mulhouse. Donc, c'est de là où nous, dans notre région, on a vraiment été les premiers à devoir s'adapter sur toutes ces questions-là. Et on s'aperçoit finalement que dans des pays développés, des grandes puissances mondiales, notre course à la performance dans certains aspects ont montré une certaine vulnérabilité sur les questions sanitaires. Donc, la crise sanitaire, elle a provoqué cette crise économique et cette crise sociale. On l'a vécu avec les périodes de confinement. Ce sont les confinements qui ont créé ces volets-là. Et pour avoir une idée, en 2008, à la même période, la récession, c'était moins 2 points de PIB. Qu'en 2020, on est à moins 10 en France, points de produit intérieur brut. Donc, on est vraiment sur une chute sur les points économiques qui est vertigineuse, brutale, inattendue. Et en plus de ça, en tant que chef d'entreprise que certains d'entre vous êtes et que j'ai moi-même été, on a besoin de lisibilité. Mais ne connaissant pas l'avenir, le développement de cette épidémie, y aura-t-il une deuxième vague, quand est-ce que nous aurons un vaccin, quand est-ce que nous pourrons protéger les populations? Tous ces aspects-là, finalement, laissent un flou qui ne permet pas aux entreprises d'avoir cette visibilité et de pouvoir se projeter et savoir comment, dans quelle mesure pouvoir se relancer. Vous l'avez dit, en France, on a eu tout un dispositif de chômage partiel, de fonds de solidarité et d'accompagnement, grâce également à la participation de l'Union européenne. Et donc, ça nous a quand même permis d'avoir les moyens de mettre en place un soutien, une solidarité pour les Français basés à l'étranger. Basés à l'étranger, c'est-à-dire dans le monde entier, il y a eu un plan de 240 millions d'euros pour pouvoir accompagner nos compatriotes dans différents pays, notamment pour les inscriptions dans les établissements, sur la scolarité, sur l'assistance médicale, sur les questions sociales, pour pouvoir en tout cas les accompagner sur le terrain. En ce qui concerne les entreprises, là c'est différent puisqu'il y a les entreprises qui dépendent d'un droit local. Donc, les entreprises qui dépendent du droit local vont se retrouver dans certaines difficultés, j'ai envie de dire, comme les populations qui vivent dans ces pays-là. On peut voir que sur les ressortissants français basés à l'étranger, on a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont finalement décidé de rejoindre le territoire français pour pouvoir être accompagnées pour des questions de santé, des questions de soins sanitaires,
sur des questions économiques parce qu'ils n'ont pas pu poursuivre leur activité là où ils se trouvaient. On a eu en tout début, pendant la période de confinement, 180 000 rapatriements, puis on a dépassé les 200 000 ressortissants français rentrés sur le territoire national donc, depuis cet été. Pardon, 130 000 pendant le confinement et plus de 200 000 depuis le mois de juillet. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu la France a accompagné des infrastructures françaises basées à l'étranger, mais évidemment, pour ceux qui dépendaient du droit local, c'était soit de rentrer sur le territoire français ou pouvaient parfois se trouver dans des difficultés très sérieuses. On a aujourd'hui un plan de relance qui va être annoncé par notre gouvernement cette semaine. Dans ce plan de relance, il y a donc une grande partie qui est financée par l'Union européenne et il y a une grande partie qui va justement permettre de relancer l'activité française à l'étranger, sur l'export, sur les Français de l'étranger. Et donc, c'est un plan de relance aujourd'hui où je ne peux pas vous en dire grand mot puisqu'il sera présenté le 3 septembre. Donc, nous n'avons pas encore les éléments qui nous permettent en tout cas d'avoir cette lisibilité, mais on sait déjà qu'on a un partenaire privilégié, un dispositif particulier pour relancer et accompagner en tout cas les entrepreneurs français à l'étranger, et c'est en passant par Proparco qui est qui a été lancé par l'AFD et donc qui permet justement d'accompagner des entreprises à l'étranger. Donc, qui va être le partenaire privilégié évidemment de la relance économique de nos entrepreneurs français à l'étranger. Et là, on sait qu'il va y avoir un grand soutien des BPI, les banques publiques d'investissement, soutien également évidemment de l'État, de subventions publiques également. Et ça a été tout ce qui avait été un peu dessiné, les contours avaient commencé à être dessinés par notre gouvernement lorsqu'ils ont annoncé ce plan de relance et les différents plans d'urgence des Français de l'étranger notamment. Donc, pour juste rappel, 240 millions d'euros dans le plan de relance des Français de l'étranger. Et sur notre plan de relance de 100 milliards d'euros, il y a 40 milliards d'euros qui viennent évidemment de l'Union européenne, qui seront directement redirigés vers la France et donc pour nos Français en France métropolitaine et ressortissants. Voilà en tout cas ce qui concerne les contours de la crise. Évidemment, il y a ce que l'on a vu, les faiblesses de nos États et ce que nous allons pouvoir essayer d'améliorer après et quelles conséquences, quelles leçons on peut en tirer. En tout cas, il y a deux aspects sur lesquels on pourra peut-être discuter tout à l'heure, qui sont les partenariats entre les pouvoirs publics et les entreprises privées qui ont su, notamment sur le plan sanitaire, nous, les hôpitaux publics et privés qui ont su travailler ensemble, entre autres. En tout cas, le partenariat entre le public et le privé a permis une certaine efficacité de l'action publique pendant cette crise. Et la coopération entre les États. Nous, dans le Grand Est, nous l'avons vécu. C'est la coopération, notamment pour la prise en charge des malades, entre la France et la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. On a pu véritablement créer de vrais ponts entre nos États de manière encore plus fluide que ça l'est en temps normal, j'ai envie de dire. Donc, toutes ces actions qui ont pu être mises en œuvre pendant cette crise-là, il va falloir qu'on continue cette action, qu'on renforce en tout cas le multilatéralisme. On a bien vu que la mondialisation permettait au virus de circuler plus vite, mais que le multilatéralisme était nécessaire en tout cas pour pouvoir combattre cette crise mondiale, et que la seule réponse à cette crise mondiale était une réponse globale. Et c'est justement, je pense, l'intérêt de ces revers croisés, et on s'y engage en tout cas de notre côté dans le groupe Agir Ensemble, notamment en s'engageant dans les objectifs de développement durable et dans une meilleure en tout cas coopération internationale également. Merci. Ouais, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Aina Kurik. D'ailleurs, vous avez devancé la prochaine question. Donc, on va vraiment se concentrer du coup sur le partenariat dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci en tout cas pour ces éclairages. Marie-Christine, nous souhaitions avoir votre regard entrepreneurial
et connaître les échos et les retours des entreprises. Donc, comment les entreprises ont traversé cette crise et quelles ont été ses conséquences sur leurs activités depuis le début. Plus spécifiquement, quelle est votre évaluation de l'impact humain et économique de la crise sur les femmes, selon qu'elles travaillent, qu'elles sont femmes au foyer ou qu'elles sont étudiantes, et donc en recherche actuelle ou future d'emploi? Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier, Larissa. On avait eu l'occasion de se croiser lors de mon séjour à Madagascar, notamment chez Fanja, que je salue également. Je suis très heureuse de la voir, même si ce n'est qu'en visio, en attendant de pouvoir revenir, ce dont je rêve à Madagascar, et qui risque de prendre, je pense, encore quelques années, malheureusement. Alors, cette crise qui a été aussi soudaine que totalement imprévue et donc non préparée, a impacté très différemment les entreprises. Il est clair que lorsque le confinement a été décidé en France, mais c'est le cas aussi dans la plupart des pays, puisque le confinement, il y a eu lieu pas toujours aux mêmes dates. Ça a été toujours très soudain. Pour les entreprises, pour certaines, elles ont été obligées de continuer à fonctionner parce que devant, par exemple, je pense à tout ce qui est agroalimentaire, devant permettre à la nation de pouvoir fonctionner correctement. La même chose pour les hôpitaux, les magasins, etc. Donc, on a eu toute une chaîne d'entreprises qui a dû continuer son fonctionnement avec des salariés qui pouvaient ou ne pouvaient pas venir facilement travailler, avec une mise en place de gestes sanitaires, avec un manque cruel de masques, et ça a été le cas dans la plupart des pays. Bon, maintenant, on est préparé s'il devait y avoir une deuxième vague, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Donc, du coup, les entreprises ont dû se mobiliser entre elles. Comme l'a dit Aïna, en France, nous avons été, je pense, très privilégiés parce que notre gouvernement a réagi très vite pour accompagner les entreprises avec un fonds de solidarité, mais également avec la mise en place de l'activité partielle à hauteur de 85% du salaire brut, ce qui est quand même extrêmement important et a permis aux entreprises un vrai soutien. Après, au niveau de l'impact, il est très différent d'un secteur à l'autre. Certains secteurs ont eu un surcroît d'activité parce qu'on a dû répondre à la demande. Donc, je parlais tout à l'heure de l'agroalimentaire, mais c'est vrai également pour ceux qui devaient fournir du matériel pour la santé mais à l'inverse, d'autres, et c'est durable, et c'est ce qui va être difficile, les entreprises du domaine aéronautique, par exemple, et c'est le cas notamment en France, puisque nous avons un secteur aéronautique très fort. Elle prévoit plusieurs années avant de pouvoir retrouver une activité normale, puisque le transport aérien lui-même va mettre plusieurs années à revenir à un niveau normal. L'automobile aussi a été très impactée dans un premier temps. Donc, et toutes les entreprises qui découlent de ces secteurs ont eu le même type de difficultés. Ensuite, on a tout ce qui est hôtellerie-restauration, puisque tous ces établissements ont été complètement fermés pendant 2 mois et demi. Et ont repris ensuite une activité, mais tout d'abord uniquement extérieure, ensuite un peu à l'intérieur, mais avec un certain nombre de précautions, donc des coûts supplémentaires pour les entreprises. Tous les chantiers, et notamment tous les chantiers du Grand Paris, qui sont extrêmement importants, puisque nous aurons les Jeux Olympiques en 2024, ont été arrêtés pendant toute cette période. Donc un impact très différent d'un secteur à l'autre. Par contre, ce que l'on a vu, c'est que ce qui semblait impossible ou extrêmement difficile en temps normal est devenu possible dans une situation d'urgence telle que celle-là. On a réussi à mettre en place très vite, par exemple, là où c'était possible, le télétravail. Il y a des discussions aujourd'hui en France, et Aïna sera d'accord avec moi, des discussions qui sont en train de voir le jour sur la prolongation ou non du télétravail, mais ça a été possible parce qu'on a malgré tout, alors on a des zones blanches en France où on a une difficulté
de connexion à Internet, mais enfin, c'est relativement mineur par rapport à l'ensemble du territoire. Mais la plupart des gens ont pu, y compris pour ceux qui avaient des maisons à la campagne dans des régions relativement reculées, de pouvoir télétravailler et donc continuer une certaine activité. Il est évident que pendant la période du confinement, si on prend le cas du BTP, c'était 20% de l'activité habituelle. C'était 10% pour le domaine aérien, donc vraiment une très grosse difficulté pour la plupart des entreprises de ces secteurs. Alors, à l'intérieur de ça, on a le facteur femmes. Je vais prendre le cas des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont dû travailler pendant le confinement parce que dans les métiers de santé ou parce que travaillant dans les commerces alimentaires ou d'autres secteurs, je pense notamment au ramassage des ordures. Alors là, ce n'est pas spécifiquement des femmes, mais ce sont des métiers auxquels on ne pense pas forcément, mais qui ont été nécessaires pendant toute cette période. Alors, si on prend le cas des femmes chefs d'entreprise, on va retrouver la même problématique, que ce soit des hommes ou des femmes, si ce n'est que les femmes avaient à gérer en même temps, et c'est vrai à peu près dans tous les domaines, la question de la famille et de la scolarité des enfants. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Il a fallu assumer, et la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont dû l'assumer, même si les deux parents, par exemple, télétravaillaient. Eh bien, c'est en général les femmes qui ont pris en charge le suivi des enfants et des activités, je dirais, domestiques. Donc ça présente un risque pour l'avenir parce que cette crise de la Covid a montré que même aujourd'hui, et pourtant ça fait des années, notamment en France, que l'on milite pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais dès qu'il y a un problème, ce sont les femmes qui reprennent en charge les activités domestiques. Et c'est quelque chose auquel il faudra qu'on fasse très attention dans les discussions au niveau du télétravail, c'est que ce télétravail qui pourrait être présenté comme quelque chose de positif pour les femmes, elles seront sur place, elles pourront, mais ça veut dire aussi qu'on risque de les ramener vers toutes ces tâches domestiques. Alors, on a ensuite les femmes qui étaient en première ligne, pour qui c'était également très difficile, dans le domaine de la santé par exemple, ce qu'elles vivaient dans la journée, parfois la nuit, et devaient rentrer, devoir s'occuper également de la famille, mais avaient aussi un autre problème qui était la crainte de contaminer la famille. Les enfants, voire des parents qui, ça arrive dans certaines familles que les parents plus âgés soient également dans la maison ou autre. Donc, avec cette crainte permanente pour celles qui ont été au front en permanence. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait à Madagascar, mais en France, tous les soirs, on applaudissait les soignants. À 20h, tout le monde se mettait aux fenêtres, applaudissait les soignants qui, pour une grande majorité d'entre eux, étaient des soignantes. On a effectivement, vous l'avez dit dans votre question, on a également les étudiantes et les jeunes qui sortent, qui viennent de terminer leurs études ou qui doivent reprendre par exemple un contrat d'apprentissage à la rentrée et où la difficulté va être encore plus importante. Parce que beaucoup d'étudiants, soit avec des jobs d'été, soit ont commencé à chercher un travail à la sortie du confinement. Et les entreprises étant dans une situation économique qui est très incertaine pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas une vraie visibilité et pas une perspective d'embauche importante, en tout cas d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'au mois de septembre, enfin là maintenant, puisque c'est la rentrée scolaire demain, c'est également le moment auquel les futurs apprentis sont sur le marché, recherchent des entreprises pour les intégrer. On est face à beaucoup de problèmes, les étudiants également qui n'ont pas pu travailler cet été et qui vont se retrouver à la rentrée avec également peut-être une difficulté pour trouver un travail d'appoint lorsqu'ils doivent financer leurs études. Alors de nouveau, je suis impliquée au niveau du MEDEF en France, donc je préside la commission éducation, formation, compétences. Nous avons négocié pendant la période, y compris pendant la période de confinement, avec le ministère du Travail pour avoir un accompagnement également pour
les jeunes. Donc, un accompagnement qui se traduit par une prime de 4 000 € pour l'emploi d'un jeune de moins de 26 ans. Pour les apprentis, un accompagnement de 5 000 € pour les apprentis majeurs et 8 000 € pour les apprentis mineurs, l'inverse, pardon. Et également la possibilité de rester dans un centre d'apprentissage pendant plus de 6 mois en attendant de trouver une entreprise qui veut bien les accueillir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le plan de la formation, parce que ça, c'est quelque chose qui va être important pour l'avenir. Et je pense qu'au niveau des femmes, ça sera un des facteurs clés également. La reconversion, la formation, c'est quelque chose sur lequel il faudra que l'on mise énormément en France, mais je crois que le gouvernement en a tout à fait conscience et on sera là également pour les accompagner. Merci Marie-Christine, merci beaucoup. On voit les actions qui ont déjà été entreprises en France. Et du coup, maintenant, on se tourne vers Madagascar. Au niveau toujours de FINDS, sur l'aspect dirigé localement à Madagascar, FINDS, en tant que présidente du groupement des femmes entrepreneurs à Madagascar, quels sont les retours que toi, tu as recueillis? Comment les entreprises ont-elles vécu cette période de turbulence ici à Madagascar et les femmes entrepreneurs en particulier? Et parallèlement à cela, nous nous intéresserons à ton point de vue sur la manière dont les femmes peuvent et doivent se distinguer en force de proposition pour aider le pays à surmonter les importants challenges économiques à venir, que ce soit à Madagascar ou à l'étranger. Merci, Présidente, pour cette question. Effectivement, on peut vraiment définir la période de 4-5 mois à Madagascar de turbulence. Turbulence tout simplement parce que je pense qu'on ne s'est pas préparé, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. On pensait que la gestion de cette crise sanitaire qui a un impact important sur la crise économique allait être un peu moins durable et que le confinement ne toucherait pas autant d'entreprises, notamment les entreprises dirigées par les femmes qui sont les plus durement affectées par rapport à nos alter-ego masculins. Je pense que plus de 50%, 40% en moyenne, sont menacés de faillite à ce jour. Et on peut dire quand même que l'économie de ce pays est représentée de 80% de très petites moyennes entreprises, incluant les informelles. 400 000 entreprises simplement sont formellement constituées. Et on peut dire qu'il y a entre 20 et 30% d'entreprises dirigées par les femmes. Donc, la durée de cette période à Madagascar, du mois de mars, du 19 mars jusqu'à récemment, simplement a eu un impact important sur les entreprises. Elles ont vécu cette période de manière, comment dire, avec un esprit de résilience incroyable. Alors certaines ont pu adopter cet esprit de résilience, d'autres pas. Donc, travailler au mieux 4 heures par jour dans un pays comme le nôtre qui est pauvre et qui cherche au jour le jour le moyen de subvenir à leurs besoins, maintenir un chiffre d'affaires avec un temps aussi limité, sans aucune aide vraiment concrète pour les entreprises, c'est impossible, quasiment impossible. Donc, les chiffres on en témoigné. La période de confinement a eu un impact extrêmement important sur les activités de nos entreprises et particulièrement avec les entreprises dirigées par les femmes qui sont un peu, je dirais pas plus vulnérables, mais c'est un peu le cas. Les entreprises dirigées par les femmes sont particulièrement des micro, petites et moyennes entreprises à Madagascar. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes, on a eu des propositions d'accompagnement, notamment des prêts à taux réduit, des reports de paiement d'impôts. Mais tout cela n'ont pas forcément été adaptés pour les entreprises à Madagascar.
Donc l'analyse est simple, que ce soit pour les femmes ou les hommes. On n'a pas vraiment bénéficié, on va dire, d'une sécurité adaptée, encore une fois, à nos entreprises. Et ça jouait vraiment sur les foyers de chacun. Et on parle aujourd'hui mondialement, si on fait un constat, on peut dire quand même que les pays dirigés par des femmes, comment dire, elles sont sorties du lot. Elles ont eu un rôle important sur le style de leadership, comment elles ont dirigé leur pays. Et ça s'explique sur la différence des mesures adoptées. Je ne critique pas nullement la façon comment c'est dirigé aujourd'hui des pays dirigés par des hommes, mais les faits sont là. Donc il y a eu des analyses politiques qui ont démontré des chiffres et des résultats que certains pays qui ont été dirigés par des femmes sont au meilleur terme en nombre de cas et de morts. Donc, les faits sont là. Ceci explique qu'il y a une façon de diriger par des femmes qui sont indéniables. Et si on parle de force de proposition, les femmes ont significativement un rôle à jouer, une place importante pour gérer non seulement une crise, mais gérer tout simplement un pays. Un style de leadership différent des hommes et encore une fois, incontestablement, pendant cette crise, les résultats sont là. Donc, je dirais que les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer dans le développement économique et social d'un pays. Et la réalité, là, elle montre encore un grand déficit. À Madagascar, on sait qu'il y a une problématique des origines dans des pratiques sociales, on qualifie encore anciennes, et qui sont vraiment à traiter en racines, je dirais, parce qu'il y a la culture, l'éducation, etc. Donc, je dirais que les femmes sont quand même des agents économiques de plus en plus importants aujourd'hui, que ce soit dans le monde et à Madagascar. Et elles sont de plus en plus présentes, elles sont actives dans la société civile, dans le milieu politique un peu moins. Sur le plan économique, elles occupent des places assez importantes aujourd'hui et elles représentent quand même la majorité de la population dans notre pays. Donc, ce n'est pas rien et elles pourraient être réellement considérées comme un levier économique au développement de ce pays. Donc, instaurer une véritable équité pour les femmes dans tous les échanges, toutes les instances de décision, à chaque étape, je trouve personnellement que ce sont des différentes étapes décisives et impérieuses pour notre pays. Les challenges sont énormes et aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement de comportement, d'attitude et je pense qu'il est temps qu'on change aussi de vision et qu'on implique un peu plus les femmes à partager aux challenges économiques. Merci Fanz, merci beaucoup. Et justement, c'est très important le point de vue que tu as eu parce que ça nous amène à Mathilde. Mathilde a trouvé, elle a un point de vue qui trouve que la gestion de la crise a surtout été une affaire d'hommes. Et or, nous constatons que des femmes, comme Fanz l'a souligné, on constatait que des femmes ont géré la crise avec brio. Christine Lagarde a dernièrement félicité cette performance lors de son allocution au Washington Post. Donc Mathilde, peux-tu donc nous préciser ta position là-dessus? Oui, merci Larissa de me donner la parole. Merci d'abord au Rotary pour son invitation. Je suis ravie qu'une telle initiative existe et je suis ravie d'y prendre part aussi. En fait, moi, je rejoins tout à fait Madame Lagarde dans son propos puisqu'elle loue l'action des femmes dirigeantes politiques. Et c'est vrai que lorsqu'elles sont premières de cordée, dirigeantes politiques, les femmes ont démontré des aptitudes particulièrement efficaces pour la gestion de crise. Et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Mais en revanche, ce point de vue, il ne prend pas vraiment en compte l'ensemble de la situation, en fait. D'un point de vue plus global, les femmes ont été souvent premières de corvée, si vous me permettez l'expression, et on a constaté que les inégalités liées au genre ont été exacerbées, en fait, pendant cette crise. Et c'est vrai sur de nombreux plans et dans différents pays.
Et c'était déjà vrai avec deux précédentes crises, comme la crise financière de 2008 ou même celle liée au virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Les femmes sont souvent plus vulnérables que les hommes aux crises ainsi qu'aux conséquences de ces crises. Et la crise sanitaire provoquée par le Covid n'a pas fait exception. En fait, les femmes ont été vraiment aux avant-postes dans la réponse à la crise, c'est-à-dire qu'elles occupent la majorité des emplois liés aux soins dans le secteur social, dans le secteur de la santé. Au niveau mondial, c'est 2/3 de ces emplois qui sont occupés par des femmes. Elles sont 85% des infirmières au niveau mondial. En France, elles représentent la moitié des médecins hospitaliers et 90% à peu près des infirmières. Donc, en fait, ça fait vraiment d'elles, comme disait Marie-Christine, des personnes qui sont plus exposées au virus. Leur charge de travail, elle a augmenté, tout comme tout comme dans les autres secteurs d'activité qui sont dits des secteurs essentiels. Voilà, je pense par exemple aux auxiliaires de vie dans les EHPAD, c'est 97% des femmes, les caissières, les enseignantes. En fait, la crise, elle a révélé l'importance sociale de ces professions, mais c'est des secteurs qui sont assez peu valorisés socialement. Et donc, voilà, elles étaient un peu, je pense, en manque de reconnaissance et financière. C'est des emplois qui sont assez peu payés quand même, quoi. Et en France, on se rend compte qu'après 2 mois de crise, c'est une femme sur 3 qui a vu son activité professionnelle s'arrêter, qu'il s'agisse de CDD non renouvelés, de chômage partiel ou de perte d'emploi. Et on sait aussi que les emplois supprimés suite à la crise toucheront plus de femmes que d'hommes parce que les domaines impactés, par exemple le tourisme, c'est largement féminisé. Enfin aussi, Marie-Christine l'a déjà évoqué, mais les conditions de télétravail pour les femmes qui ont pu exercer leur emploi en télétravail, elles ont été moins favorables pour les hommes, pour les femmes que pour les hommes. Et par exemple, avec une possibilité moindre de s'isoler, de travailler dans une pièce à part, bien souvent, elles devaient en plus supporter une charge mentale encore supérieure à celle qu'elles supportent en temps normal. Et en effet, la gestion de l'éducation et des enfants leur est plus revenue qu'aux hommes. Donc, en fait, pendant le confinement, d'une manière générale, les inégalités se sont accentuées. Et voilà, je veux aussi notamment signaler, par exemple, la situation des familles monoparentales. En France, les familles monoparentales, à 84%, c'est des mères isolées. Et donc, pour elles, la situation était vraiment compliquée puisque, étant seules, sans dispositif particulier de l'État en temps de crise, elles se sont trouvées vraiment en situation de précarité. Et toujours dans la sphère familiale, on constate aussi qu'au sein du foyer, les violences augmentent en situation de crise. Voilà, en France, les premiers chiffres qui ont été donnés, c'est une augmentation de 30% des violences intrafamiliales. Et voilà, le confinement, en fait, accentue le sentiment peut-être d'impunité des agresseurs et puis les victimes se trouvent un petit peu piégées avec leurs agresseurs. Et ça, on avait déjà constaté pour la crise Ebola, par exemple, que les violences envers les femmes et les fillettes avaient été plus importantes ces années-là que les années précédentes. Les droits reproductifs et sexuels aussi sont des droits qui ont été un petit peu mise à mal pendant la période de crise sanitaire, puisque tous les moyens médicaux ont été concentrés sur des urgences médicales liées au Covid. Et pour le reste, c'était un petit peu moins facile d'accès. Je pense par exemple à l'IVG en France. Ce sont des assos qui se sont saisis du problème pour demander une augmentation des délais, par exemple. Donc, en fait, voilà, au niveau de la gestion, on va dire sur le front, vraiment, les femmes étaient en première ligne. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment retrouvé dans la représentation publique des femmes. Par exemple, en France, bon, le conseil scientifique mis en place, il était composé de 11 membres avec simplement 2 femmes. Et dans les médias, on a retrouvé un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la crise sanitaire accentue la sous-représentation des femmes. Elles ont été plus souvent interrogées en tant que témoins ou d'infirmières et beaucoup moins en fait en tant que profession experte, voilà, alors qu'elles représentent la moitié des médecins en France. Donc,
pardon, elles représentaient seulement 20% des experts interrogés. Donc, en fait, moi, mon point de vue, c'est juste qu'il y a des inégalités qui s'accentuent en temps de crise, on le sait. C'est des points sur lesquels il faut être vigilant. Et voilà, je trouve que les femmes ont été plutôt absentes des instances de décision, et alors qu'elles étaient omniprésentes en fait sur les fonctions de premier plan. Pardon. Et du coup, peux-tu nous citer quelques femmes à travers le monde qui, au regard de leur place et responsabilité, ont démontré de belles initiatives et valeurs ajoutées, susceptibles de constituer un exemple aux femmes, mais aussi aux hommes? Oui, parce que Madame Lagarde a tout à fait vu juste en félicitant les femmes pour leur gestion de crise. Et en fait, en temps de crise, il vaut mieux avoir une femme à la tête de son pays. On a fait il y a eu des analyses qui ont été faites. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays dirigé par la première ministre Jacinda Ardern. Elle a déclaré dès le 8 juin son pays exempt du virus. Et en fait, le bilan, pour l'instant, c'est 22 décès sur 5 millions d'habitants. Elle a pris des mesures très précoces. Pareil à Taïwan. On peut aussi louer la gestion de crise de la présidente. Si je n'écorche pas son nom, c'est Tsai Ing-wen. Et elle aussi, elle a été exemplaire. On dénombre seulement 8 morts pour 24 millions d'habitants à ce jour. Et donc, c'est encore un pays dirigé par une femme. En Finlande, pareil, la chef de gouvernement, Sanna Marin, elle a pris des mesures assez précoces et seulement 335 décès à ce jour sur 6 millions d'habitants. Et puis en Europe, on peut également saluer la performance d'Angela Merkel parce qu'elle présente un bilan de santé qui est aussi beaucoup plus positif que ses voisins européens. Et en fait, bon, ces performances sont certes peu nombreuses, mais les États dirigés par des femmes, il n'y en a que 17 entre 174 déjà. Et l'étude qui a été menée, en fait, démontre que les pays dirigés par des femmes présentent systématiquement et significativement de meilleurs résultats. Les femmes ont freiné plus tôt l'épidémie. Elles ont subi en moyenne 2 fois moins de décès que dans les pays dirigés par des hommes parce qu'elles ont confiné précocement. Et leurs bons résultats, ça s'explique aussi par leur style de leadership, leur habileté, leur autorité, leur empathie et souvent des compétences aussi en communication. Donc, en fait, il faut souhaiter que cette excellence féminine inspire pour la suite de l'histoire. Merci Mathilde, merci beaucoup. Donc, nous allons passer désormais à la deuxième partie de la conférence. Nous aborderons donc maintenant la prospective pour aborder les réponses et les solutions à la crise et voir comment renforcer la résilience de nos économies et nos sociétés. Nous allons tout d'abord nous tourner vers le secteur privé, maillon essentiel de tout dynamisme économique. Et nous allons commencer par Marie-Christine Ogli. Alors,